Un grand merci déjà de votre présence ici pour cette table ronde ayant pour thème la diversité dans le monde associatif. Donc diversité des bénévoles et diversité des publics, c'est comme ça qu'on a intitulé cette table ronde, pour vraiment s'interroger sur cette mixité, cette diversité, aussi bien du côté des bénévoles que du côté des publics, à savoir bénéficiaires, usagers, utilisateurs, bref, des appellations pour qualifier ces publics. Alors pourquoi aborder le thème de la diversité aujourd'hui? Pourquoi on s'est intéressé à cette question? Cette thématique, elle est née d'un constat de l'association. C'est un constat en fait qui révélait la difficulté de lire et faire lire, à la fois de recruter des bénévoles au profil et au parcours diversifiés, mais aussi de toucher des publics multiples et parfois inaccessibles. Et donc, c'est à travers ce double regard, en fait, une certaine homogénéité du bénévolat chez Lire et Faire Lire, et puis quelques difficultés, en tout cas, à toucher les publics les plus éloignés, les plus enclavés parfois. Lire et Faire Lire a mené une grande enquête nationale qui a fait état d'un profil relativement homogène de bénévoles. Donc vous avez les résultats de cette enquête qui sont dans le dossier participant. Alors évidemment, tous les critères, il y a quand même de la diversité dans le bénévolat chez Lire et Faire Lire, mais malgré tout, il y avait quand même, les résultats montraient qu'il y avait quand même une majorité de femmes, avec 91% du bénévolat chez Lire et Faire Lire qui était un bénévolat féminin. Donc très peu d'hommes. Et la diversité concerne aussi la mixité de genre, en tout cas. Une majorité de seniors, mais ça, c'est pas une surprise puisque ça s'inscrit quand même dans l'ADN de l'association qui veut que ce soit une association de seniors en activité, notamment à travers leur bénévolat. Et là aussi, les profils des bénévoles chez Lire et Faire Lire ont un parcours professionnel majoritairement dans le domaine de l'enseignement, de la santé ou de l'action sociale. Donc des métiers du care, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care. Alors, l'enquête a montré aussi que certains stéréotypes pouvaient être battus en brèche, et notamment, on a vu à la surprise de tous et de toutes que l'hétérogénéité des niveaux de diplôme révélait que le bénévolat chez Lire et Faire Lire n'était pas qu'une affaire de personnes diplômées. Et ça a été une des surprises de cette enquête, c'est qu'on a eu un peu une hétérogénéité des niveaux de diplôme chez les bénévoles de Lire et Faire Lire. Quant à la diversification des publics, l'association cherche depuis longtemps à toucher des publics dits éloignés, empêchés ou en tout cas difficiles à capter. Et les raisons de cette difficulté peuvent être plurielles. Alors il peut y avoir des réticences de la part des bénévoles de se rendre dans les quartiers les plus sensibles pour assurer des séances de lecture. Il peut y avoir également des barrières linguistiques, des barrières culturelles dans certains cas pour toucher des enfants issus d'autres cultures. Et puis il y a aussi une autre dimension qui me paraît importante, qui est celle de l'enclavement territorial ou l'enclavement géographique qui peut rendre difficile l'accès des bénévoles dans des territoires reculés. Je pense à l'extrême ruralité, par exemple. Donc pour toutes ces raisons, une partie du public de Lire et Faire Lire n'est pas touchée par les actions qui se veulent pourtant très inclusives et destinées au plus grand nombre. Alors, on remarque notamment dans les grandes enquêtes nationales sur la lecture que ces grandes enquêtes révèlent encore la nécessité d'une familiarité au livre dans les catégories les plus populaires et les plus précaires de la population. Vous avez notamment, toujours dans le dossier participant, une enquête qui a été menée par l'Observatoire des inégalités, qui révélait encore en 2018 l'inégal accès à la lecture selon les catégories sociales d'appartenance. Cette enquête montre que 47% des ouvriers et des employés n'ont déclaré n'avoir lu aucun livre au cours de l'année. Ils sont seulement 15% chez les cadres du supérieur. Et comme on sait que le rapport au livre est en grande partie lié à la socialisation primaire, c'est-à-dire l'éducation que l'on reçoit au sein de sa famille,
on se doute que les enfants issus de ces deux grandes catégories de la population auront de fait un rapport à la lecture assez similaire à celui de leurs parents. Alors c'est à travers ce double constat d'une trop forte homogénéité du profil des bénévoles et d'une trop grande uniformité des publics qu'est née l'envie d'ouvrir cet espace de réflexion et de dialogue autour de la diversité. Alors là aussi, plutôt que de construire un discours normatif autour de la diversité, qui culpabiliserait éventuellement celles et ceux qui ne l'atteigneraient pas, ou qui la prescriraient à tout prix, l'idée de cette table ronde, c'était plutôt de réfléchir à trois grands points que je vais énumérer rapidement. D'une part, on souhaiterait, à travers les échanges, réfléchir aux conditions qui vont favoriser la diversité, ou au contraire qui vont la freiner, quels sont les freins et les leviers à la diversité. Dans un deuxième temps, examiner les indices qui permettraient de la mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les bonnes pratiques? Et on verra à travers les témoignages des intervenants des exemples de bonnes pratiques pour la mettre en place. Et puis, dans un troisième temps, partager ensemble un certain nombre de bonnes pratiques pour la mettre en œuvre, mais aussi pour penser ses difficultés et éventuellement ses ratés. Alors là, les témoignages croisés de 3 acteurs du monde associatif, de 3 expériences concrètes directement issues du terrain, seront aujourd'hui un peu notre matière pour penser la diversité. Alors, on va entendre dans un premier temps le témoignage de Hubert Pénicaud, donc je vais présenter les intervenants. Hubert Pénicaud est administrateur au mouvement associatif. Il est référent vie associative à France Bénévolat et salarié à l'association Aurore. Il illustrera dans un premier temps à l'aide d'enquêtes et de chiffres la trop grande homogénéité du bénévolat en France, là qui montre que c'est véritablement un problème national et qui ne touche pas simplement les associations comme Lire et Faire Lire. Et puis dans un second temps, autour de la notion de bénévolat pour tous, il va nous présenter un outil qui s'appelle l'Inclusiscore, qui est un outil de réflexion et d'auto-évaluation à destination des associations pour mesurer finalement leur degré d'inclusion et réfléchir à la manière dont ces associations pourraient s'ouvrir davantage à la diversité. Diversité, qu'elle soit culturelle, de genre, ethnique ou générationnelle. On attendra ensuite le témoignage de Claire Rionnier, qui, elle, est ancienne responsable d'un service export dans une entreprise de métallurgie. Elle est bénévole de terrain chez Lire et Faire Lire depuis 7 ans et bénévole relais. Elle nous montrera le parcours d'un bénévolat à la recherche d'une altérité, un bénévolat qui débute dans une commune aisée du Val d'Oise, en Guien, et qui évolue petit à petit dans des quartiers plus populaires de communes situées en périphérie et dans des structures sociales comme une MEX, maison d'enfance à caractère social. Une ouverture dont l'origine marque une volonté de sortir d'un bénévolat plutôt confortable, et là je cite les mots de Madame Rionnier, une action et un engagement teintés de militantisme. Enfin, à travers le témoignage d'Olivier Nassau, directeur du développement de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement de Paris, un quartier sociologiquement mixte, mais dont les populations peinent finalement à se rencontrer, il nous présentera une série de bonnes pratiques expérimentées sur le terrain pour diversifier les publics auxquels il a affaire et surtout mélanger des publics qui, a priori, ont peu de choses en commun. À travers son credo, et là je le cite, le credo du « aller vers », c'est-à-dire là aller où se trouve le public visé par telle ou telle action, Olivier Nassau offrira une série d'outils, autant de sources d'inspiration pour les responsables associatifs ou les bénévoles présents ici aujourd'hui. Alors malheureusement, le manque de temps et les difficultés matérielles de faire passer les micros ne nous laissera pas la possibilité de donner la parole à la salle, mais bien évidemment, à l'issue de chaque intervention, on ouvrira un espace de dialogue et on rebondira sur les interventions de chacune et chacun. Donc il est à présent temps de laisser la parole aux intervenants et je laisse la parole à Monsieur Pénicaud. Voilà, merci bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir devant vous, une association qu'on connaît bien dans le monde associatif. Lire et Faire Lire, c'est une petite référence, bien connue, et j'ai grand plaisir à pouvoir prendre ce temps d'échange avec vous sur ces questions, Adrien le précisait, de diversité, de diversification, qui est un sujet qui vous anime, et c'est très bien, et qui anime assez fortement le monde associatif actuellement, s'agissant de la question du bénévolat et plus largement des questions d'engagement.
Alors, je vais essayer d'être le plus près possible de réalité concrète de terrain, mais je vais quand même un petit peu m'envoler de temps en temps, hein, pour donner quelques repères assez de tendances, hein, qu'on peut observer, et puis en faisant en sorte de relier des réalités concrètes et puis des tendances plus larges qui nous appartient, en tout cas à France Bénévolat, au mouvement associatif, de partager, hein, par exemple dans cet espace-là. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est intéressant de s'intéresser à toutes ces questions pour une première très bonne raison. Pratiquement, mon propos pourrait se terminer là. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'engagement bénévole associatif dans notre pays se porte bien. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est quand un sujet se porte bien qu'on a intérêt justement à faire en sorte de le faire progresser, parce qu'il y a plein de... Alors, il se porte bien, il y a plein de difficultés, mais globalement, il se porte bien. Et donc, j'ai envie de vous partager quelques éléments qui justifient mon optimisme et qui nous permettent justement d'aller plus loin, hein, sur la façon dont on l'anime, on le développe, on le dynamise. Il se porte bien parce que toutes les études qu'on a pu faire sur ces 15-20 dernières années montrent qu'il y a de plus en plus de Français qui ont envie de s'engager bénévolement, et concrètement, il y a de plus en plus de Français qui s'engagent bénévolement dans des formes d'engagement qui sont de plus en plus diverses. Ça, c'est de plus en plus compliqué pour les associations, hein. Il faut être attentif à cette diversité d'attentes, de motivation. Mais quoi qu'il en soit, la tendance est positive. On l'a vu pendant le temps de la crise, hein, au plus fort de la crise, hein. Certaines associations ont été, vous j'imagine, très restreintes dans leur capacité d'activité. Pour autant, beaucoup de Français ont exprimé une très grande générosité, hein, et sont venus vers les associations. Alors, si maintenant je resserre un petit peu sur cette question de la diversité, et puis essayer de comprendre quelques tendances, je vais en éclairer quelques-unes que Adrien a évoquées. D'abord, sur la question de l'âge, c'est intéressant de comprendre un petit peu ce qui bouge en termes d'engagement en fonction de la tranche d'âge. La très bonne nouvelle, alors elle vous concerne un petit peu moins vous directement, mais je la dis quand même, la très bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, l'engagement bénévole est fortement stimulé dans notre pays par les jeunes. Le taux d'engagement des jeunes en 10 ans a augmenté de 10 points. Hein. C'est très conséquent, hein, avec beaucoup d'évolutions dans les formes d'engagement, mais en tout cas, les jeunes sont au rendez-vous et expriment une très grande envie de s'engager. La préoccupation, et là qui vous concerne directement, c'est que le taux d'engagement chez les seniors, lui, se tasse. Se tasse depuis après une dizaine d'années, et se tasse de façon assez conséquente. Voilà. Il y a pas mal de raisons qui sont évoquées. Une raison importante que je vais dire, et puis on pourra approfondir, que vous comprendrez rapidement, c'est que la génération des, on va dire, 60 ans et plus, parfois ça commence un peu plus tôt, est très souvent prise entre deux solidarités. La solidarité en direction de ses enfants, de ses petits-enfants, et la solidarité en direction de ses parents vieillissants. Voilà. Et du coup, ces solidarités sont aujourd'hui, pour beaucoup de personnes de cette tranche d'âge-là, eh bien, du temps, de la disponibilité, et moins de disponibilité pour faire du bénévolat. Voilà, donc ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que ça bouge un petit peu en fonction de la tranche d'âge, et que du coup, c'est un petit point d'attention, hein, à la fois dans des associations comme la vôtre, pour se dire, tiens, effectivement, comment on continue à être attractif, comment on arrive à diversifier ces modes d'engagement pour que justement on tienne compte de la difficulté que peuvent avoir les uns et les autres à rentrer dans une logique d'engagement, qui plus est quand c'est un engagement régulier, puisque pour ce qui vous concerne, on comprend bien que la question de la lecture nécessite de la régularité. Deuxième regard sur ces questions de diversité que je voulais évoquer, c'est la diversité, Adrien l'a aussi un peu évoqué, suivant, j'ai envie de dire, le capital culturel des Français. Hein. Voilà. Quand on regarde en grande masse,
c'est pas très glorieux pour notre pays. On s'aperçoit qu'on a deux fois plus de chances de faire du bénévolat quand on a un bon capital culturel, grosso modo quand on a un bac plus 3, pour faire simple, 2 fois plus de chances que quand on a un plus faible capital culturel, grosso modo quand on a un niveau BEP bac. Voilà. Et ça, c'est une constante qu'on a commencé à vraiment observer depuis une quinzaine d'années. C'est quelque chose qui interpelle fortement le monde associatif parce que c'est pas normal que les dynamiques d'engagement qui ont aussi une dimension citoyenne mettent en place autant de discrimination en fonction du bagage culturel. Dans les tendances, je voulais également évoquer une tendance qui est assez importante et qu'il faut avoir en tête et qui aujourd'hui est aussi un facteur un peu de stimulation pour des associations qui prennent le temps de s'y arrêter. C'est la diversification en termes de mode d'engagement. Et c'est très certainement là où se jouent beaucoup de choses. On observe, et un peu toute tranche d'âge confondue, une très grande diversification des logiques et des modes d'engagement qui sont intéressants à observer. Pour faire très rapide, mais pour un peu situer les idées, on est passé dans les 30 glorieuses d'un engagement où les personnes étaient très centrées sur le projet de l'association, sinon même l'idéologie qu'elle portait, l'idéologie au sens fort du terme, au sens large du terme. Et on est passé dans des logiques d'engagement qui sont beaucoup plus centrées sur l'utilité concrète, le fait d'être impliqué dans quelque chose qui va tout de suite servir. Et dans un moindre mesure, dans le lien avec le projet. Et donc ça a amené cette diversification des modes d'engagement qui fait que il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent de façon limitée, de façon ponctuelle. Ça n'enlève rien à la qualité de leur engagement, mais ça veut juste dire que bien souvent elles rentrent par l'action, elles rentrent par l'utilité un petit peu immédiate, et ça veut dire qu'à l'association, de prendre le temps de leur donner le goût du projet, de les amener au projet. On ne rentre pas par le projet, on rentre par l'action, et donc du coup il faut aller vers le projet. Voilà. Donc ça c'est une diversité qui se met en place dans les modes d'engagement, qui est une grande richesse, parce que plus il y a de modes d'engagement, plus on peut toucher du monde, qui est aussi une grande interrogation pour les associations, parce que ça veut dire que c'est un peu plus compliqué d'animer la diversité. Quand on a un modèle qui est assez uniforme, c'est relativement facile. Quand on a un modèle qui prend en compte cette diversité, ça nécessite un peu plus d'animation justement pour faire corps et embarquer le plus grand nombre. Je fais l'hypothèse que pour l'association Lire et Faire Lire, vous êtes dans un modèle plutôt homogène des modes d'engagement. Peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir, se dire tiens, est-ce qu'il n'y a qu'un seul modèle? Voilà, en tout cas, c'est une porte d'entrée. En abordant cette question aussi de la diversité des modes d'engagement, c'est intéressant de remonter sur la question des motivations, parce qu'en fait, bien souvent, ces modes d'engagement, ils traduisent les logiques d'engagement et les motivations des engagements. Et là, on observe actuellement un mouvement qui est assez intéressant, puisque sur du temps moyennement long, on va dire sur ces 20 dernières années, on observe un déplacement qui est en train de se faire, qui est intéressant. C'est qu'il y a 20 ans, très majoritairement, les bénévoles engagés disaient « Moi, je suis là avant tout pour être utile, me faire des copains, etc., rentrer dans un réseau relationnel. » Et aujourd'hui, de plus en plus, et ça c'est aussi questionnant, parce que c'est de plus en plus, et c'est en train de monter très fortement dans cette hiérarchie de motivation, les bénévoles disent « Eh bien, mon engagement bénévole, c'est aussi une forme d'expression de ma citoyenneté. »
Et donc ils mettent derrière cette question de leur engagement quelque chose qui dépasse l'action qu'ils font, hein, une contribution, quelque chose qui est plus large et que majoritairement ils nomment, citoyenneté. Voilà, je voulais vous donner ces quelques tendances. De ces tendances-là, se dire il y a des réflexions très concrètes que ça peut amener dans les associations. Je vais vous donner 2-3 exemples. Et puis, une ouverture plus large, une interrogation plus large autour de ce qu'Adrien évoquait, l'inclusion du score. Alors, en termes de traduction très, très concrète, je l'ai dit plusieurs fois dans le début de mon propos, tout ce que je viens d'évoquer appelle justement à diversifier, hein, à s'interroger sur la façon dont on permet à des personnes de s'engager bénévolement. Et là, du coup, il y a des trucs extrêmement concrets, hein, qui se mettent en place dans des associations. Je vais donner deux petits exemples très, très simples pour montrer que ce que je viens de dire, qui est un peu aérien, a des conséquences très, très, très concrètes. Premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est, alors qui ne vous concerne pas forcément directement, mais c'est pour illustrer, hein. Dans le Mantois, hein, donc l'Ouest francilien, des associations qui réfléchissent entre elles, etc. Et puis, elles s'aperçoivent qu'elles sont de plus en plus sollicitées par des jeunes, hein, 20, 25 ans, jusqu'à même 30, 32 ans, qui viennent solliciter parce qu'ils ont cette envie de s'engager, et puis qui se rendent compte que les associations se rendent compte qu'elles ont pas de réponse à leur apporter, parce que des activités qui ne seront pas au bon moment par rapport à leur disponibilité, etc. Et du coup, le premier mouvement qu'elles opèrent, c'est de remercier les jeunes qui viennent vers eux. Puis le deuxième mouvement qu'elles opèrent, c'est de leur dire, écoutez, c'est gentil, mais on n'a rien à vous proposer. Et heureusement, il y en a quelques-unes qui ne se sont pas satisfaits de cet état de fait et qui, du coup, ont dit, rattrapons-les ces jeunes. Ils ont envie, nous, on a aussi envie de leur donner la possibilité de s'engager dans notre association, même si, a priori, on n'est pas en capacité de le faire. Et puis, en 2 temps, 3 mouvements, je pense très concrètement au Secours populaire, du Mantois, le Secours populaire qui dit, tiens, et si on faisait en sorte tout simplement d'élargir un tout petit peu nos créneaux d'activité. Voilà. Et donc, en 3 temps de mouvement, ils ont fait en sorte qu'il y ait des activités maintenant qui se mettent en place entre 18h30 et 20h30. C'est le créneau qui correspond à des jeunes, hein. Et donc, ils ont diversifié, ils ont ouvert leur potentiel d'accueil. Et en ouvrant leur potentiel d'accueil, du coup, ils ont été en capacité de faire de la place à des jeunes. Et en faisant de la place à des jeunes, ils ont accepté que ces jeunes ils prennent de la place et que ces jeunes ils viennent faire bouger des choses tranquillement, hein, parce qu'ils posent des questions, parce qu'ils apportent d'autres façons de faire avec les outils qu'ils maîtrisent, hein, voilà. Et donc du coup c'est en train de faire bouger ce comité du Secours populaire, parce qu'il a été attentif à l'envie des jeunes. Une autre association à côté, pour ne pas le nommer, le Secours catholique, dans cette même réflexion, a du coup inventé, eux, ils ont pas élargi le champ des horaires, ils ont, avec les jeunes, inventé une activité. Et donc maintenant, une fois par mois, tous les dimanches, ils organisent un repas fraternel. Un truc qu'ils n'avaient jamais pensé faire, les jeunes ont déboulé, et puis ensemble, donc ils organisent cette affaire. Voilà. Je prends cet exemple-là parce qu'il permet de nous dire que dans des modèles parfois bien installés, bien institués, j'ai envie de dire, l'idée de prendre en compte la diversité vient bousculer les activités, vient bousculer la façon dont on apporte aussi des réponses pour les bénéficiaires. Je prends un deuxième exemple très rapidement. Dans l'association Aurore à laquelle je travaille, qui va peut-être vous parler aussi plus directement. On a dans notre association, qui est en direction des personnes qui sont en grande exclusion, une activité importante autour de la maîtrise du français. Depuis pas mal d'années, du coup, dans notre association, on mobilise des bénévoles pour faire des cours de FLE, hein, du français langue étrangère.
Et donc, on fait des cours, on réunit les personnes, il y a un tableau, et puis on fait des cours. Et puis, et ça fonctionne très bien, et c'est très, très utile. Et puis, de fil en aiguille, des bénévoles, se trouvant pas forcément très à l'aise avec cette logique-là, ont proposé d'autres façons de maîtriser le français. Voilà. Je vous passe rapidement les détails, mais par exemple, ils ont proposé d'organiser des temps conversationnels. Donc, c'est un bénévole qui anime un petit groupe de 3, 4, 5 personnes qui sont dans une logique d'apprentissage, et on fait de la conversation, et c'est extrêmement utile pour l'apprentissage de la langue. Et puis d'autres ont inventé l'idée de la balade culturelle. Donc on va se promener en ville avec un petit groupe, et on va visiter qui la mairie, qui la boulangerie, enfin on rentre dans la boulangerie, la mairie, etc. Et du coup on parle français, on découvre la culture française, et on progresse dans sa maîtrise du... Voilà. Donc tout ça pour illustrer le fait que cette diversité, eh bien, elle permet d'ouvrir à d'autres bénévoles, mais surtout elle a un effet majeur sur les activités que l'on conduit, et du coup sur la façon dont on remplit ces missions. Voilà, deux éclairages que je donne, on pourrait comme ça en donner plein d'autres. Voilà. Alors je termine, parce que je crois que j'arrive tranquillement au bout de mes 20 petites minutes, je termine pour vous dire que tout ceci, en fait, c'est une réflexion qui est portée par beaucoup d'associations, et pour accompagner les associations dans cette réflexion, au niveau du mouvement associatif, on a bâti très concrètement avec beaucoup de ces acteurs un outil assez simple qui s'appelle l'Inclusiscore, comme le Nutri-Score que l'on connaît. Donc l'Inclusiscore, c'est un petit outil très simple d'auto-évaluation que n'importe quelle association, à quelque niveau que ce soit, du très local au très national, peut utiliser pour s'auto-évaluer et pour se poser la question du degré d'inclusivité de l'association. Alors ça prend en compte plein de critères divers et variés, et en particulier, est-ce que notre association, elle est ouverte à tous dans sa capacité à faire de la place à tous ceux qui ont envie de faire du bénévolat. Voilà. Et donc cet Inclusiscore, il est un outil très simple qu'on utilise sur la base d'un petit questionnaire, et qui est sur une logique d'auto-évaluation qui permet d'avoir un peu un retour miroir de ce qu'est l'association, et il permet de positionner l'association dans sa dimension justement inclusive. Et puis cet Inclusiscore, pour ne pas laisser l'association uniquement devant ce retour, eh bien, il propose plein d'outils qui permettent d'aller justement explorer des pistes pour se diversifier. Dans ces pistes-là, il y en a qui sont offertes par France Bénévolat pour se dire comment on rend concrètement le bénévolat accessible à tous, à tous ceux qui ont envie, et puis souvent à ceux qui en sont très éloignés. Par exemple, les personnes en situation de handicap ont plein de potentiel, sont souvent très éloignées pour plein de raisons de la capacité à s'engager. Mais ça peut être plein d'autres publics. On s'intéresse aux migrants qui peuvent nous apporter des tas de choses. On s'intéresse aux jeunes décrocheurs. Enfin voilà, plein de portes d'entrée qui nous permettent d'ouvrir le bénévolat et de le rendre accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est quelques éléments, à la fois de tendance, quelques repères pratiques en termes de bonnes pratiques, et puis d'ouverture un petit peu plus large, notamment autour de l'outil de l'Inclusiscore. Merci beaucoup Hubert de cette intervention. Merci de nous avoir présenté un petit peu à travers quelques chiffres, un peu un panorama du bénévolat en France, à travers la diversité des âges, à travers la diversité ou non des capitales culturelles. La diversité des modes d'engagement aussi. On voit que quand on parle de diversité, il y a aussi une diversité des façons de s'engager, et qu'on n'est plus dans les catégories, on va dire, traditionnelles, diversité de genre, diversité culturelle, diversité ethnique, mais c'est aussi, il faut penser la diversité aussi dans les modes d'engagement. Également, diversité des motivations. On voit bien aussi à travers le témoignage d'Hubert qu'on a un déplacement qui passe de l'utilité sociale finalement à une forme d'expression liée à la citoyenneté, qui rejoindra peut-être aussi le témoignage de Monsieur Nassau aussi, où l'association a aussi une vocation à se rapprocher du milieu citoyen.
mais aussi cet appel à la diversité. Ce que je retiendrai de votre intervention, c'est deux choses. Du côté des publics, on voit bien à travers l'exemple du secours populaire que finalement, laisser la place, laisser les publics, là en l'occurrence les jeunes, leur laisser prendre de la place. Et c'est là où je trouvais intéressant que finalement les projets associatifs, quand ils sont trop ficelés ou en tout cas trop faits pour une catégorie, parfois les catégories pour lesquelles elles sont faites, eh bien ces catégories ne s'y reconnaissent pas. Et penser peut-être à travers ce témoignage que les publics auxquels on pense peuvent eux aussi être force de proposition, source de proposition pour la structure associative. D'une certaine manière, ce témoignage révèle que par faire participer les publics peuvent également nourrir le projet associatif. Et puis, il y a une autre chose qui me paraissait intéressante, c'est que faire participer les publics, mais également impliquer les bénévoles. Que le bénévole soit aussi une source de proposition, et notamment à travers cette balade culturelle que je trouvais à la fois instructive et poétique, puisque finalement on sort du cours du FLE plus ou moins traditionnel, on va faire une déambulation dans la ville, et puis à travers cette balade culturelle, on va découvrir la culture française en rentrant dans une boulangerie, en pratiquant finalement le mode de vie comme on le vit ici. Et ça, c'est né d'une bonne volonté, on va dire, des bénévoles, et en tout cas peut-être que pour que les bénévoles soient plus à l'aise dans leur association, donc aussi plus nombreux, qu'ils soient plus divers. Peut-être que l'enseignement d'Hubert est aussi d'impliquer le bénévole dans le projet associatif et qu'il soit source de proposition. Et puis en dernier point, l'Inclusiscore. Là, je trouve que cet outil est intéressant dans sa dimension de réflexivité. C'est-à-dire qu'on est bien dans un outil d'auto-évaluation et que la diversité, ça se pense aussi comme un outil d'auto-réflexion. Est-ce que mon association a suffisamment un profil de bénévoles suffisamment divers? Est-ce que mes publics sont suffisamment variés? Et à travers cet outil, on peut s'évaluer et essayer de trouver des solutions pour résoudre éventuellement les difficultés auxquelles l'association est confrontée. Donc, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de... Pardon, j'oublie son prénom. De Claire Rionnier, pardon. Le témoignage de Claire Rionnier sur son expérience bénévole au sein de l'association Lire et Faire Lire. Merci pour la parole. Interroger la diversité, c'est d'abord faire, de mon point de vue, un état des lieux. L'âge, le sexe, le genre, l'origine sociale, ethnique. L'étude présentée par Adrien l'année dernière montre effectivement que les bénévoles sont majoritairement des personnes de 50 ans et plus, mais c'est un prérequis de l'association Lire et Faire Lire. Donc on n'en discute pas, du moins aujourd'hui. Les bénévoles, ce sont aussi majoritairement... Alors, des femmes. Alors, je vais donner, donc, je suis dans la commune de Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, département 95. Effectivement, je veux dire, on est conforme aux statistiques. Dans le Val d'Oise, 354 bénévoles, 322 femmes, 32 hommes. À Deuil, 16 femmes, 1 homme. L'origine socio-culturelle, effectivement, relativement aisée, avec un pourcentage, disons, de bénévoles issus du milieu éducatif ou de l'éducation nationale. À Deuil, sur 17 bénévoles, un tiers viennent de l'éducation nationale. Des bénévoles majoritairement de type caucasien. À Deuil, nous avons une bénévole d'origine béninoise et une bénévole guadeloupéenne, alors que le pourcentage de la population issue de l'immigration ou immigrée dans cette ville est de 19%. Alors, par quel biais peut-on aborder la diversité? Une des possibilités, de mon point de vue, serait par le biais des structures auxquelles on s'adresse. Alors, Adrien a souhaité que je fasse part de mon expérience personnelle à Lire et Faire Lire. C'est dur pour moi de parler de moi, mais bon. Donc, j'ai 70 ans, depuis 7 ans à Lire et Faire Lire, et après une activité professionnelle dans le privé, à l'international, j'ai travaillé dans une société de produits métallurgiques.
Ma première expérience de lectrice a été à Enghien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Enghien, ville thermale, aisée, où j'ai lu en école élémentaire en CM2. Des enfants calmes, bien blancs, qui connaissaient déjà le livre, qui avaient l'habitude d'entendre et d'écouter des histoires. Sincèrement, pour un début, c'était rassurant. Mais ayant pris un peu d'aisance dans ma nouvelle activité de bénévole, j'ai souhaité m'adresser à un autre public, où le livre n'était pas forcément présent à la maison. Donc j'ai donc commencé en école maternelle à Deuil-la-Barre, dans un quartier dit sensible, la Galatée, que certains connaissent, avec un multiethnisme très important, sri-lankais, pakistanais, chinois, maghrébins, Afrique subsaharienne, et avec des enfants de petite section, moyenne section et grande section, pour certains bien sûr non francophones. Expérience très enrichissante de voir l'évolution de ces petits au fil des mois et de constater l'attrait qu'ils ont pour l'histoire, les illustrations et l'envie de revenir à chaque séance. Dans ces deux structures de l'éducation nationale, lecture pendant le temps scolaire, d'abord en CM2 puis en maternelle, pour des publics d'enfants totalement différents, puisque l'un provenant d'un milieu favorisé, déjà lecteur, et l'autre étant un public bien plus jeune, à 90% issu de l'immigration. Parallèlement, la coordination du Val d'Oise m'a proposé de lire dans une MEX, Maison d'éducation à caractère social. Ce sont donc des enfants qui ont été placés par la justice dans ces structures à cause de la déficience de leurs parents dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Ces structures dépendent de l'ASE, Aide sociale à l'enfance. Dans la journée, ces enfants vont à l'école du quartier ou au collège et le soir, leur maison est la MEX, où des éducateurs prennent soin d'eux. Dans un des bâtiments, la Tourelle, où il y a 15 enfants, je fais ce qu'on appelle la lecture pyjama, le soir de 19h à 20h. Suivant l'âge, les enfants sont douchés, ont dîné et la lecture se fait avant d'aller dormir. Pour ma part, je lis à des enfants de classe élémentaire. Avec ces enfants, le questionnement sur la vie est bien plus présent qu'à l'école. On a d'abord plus de temps, on peut apprendre à connaître et à gérer ses émotions par le livre, on peut entamer de petits débats philosophiques à la fin de nos lectures. Donc, lors de cette troisième expérience, j'ai constaté que le fait de lire aux enfants le soir chez eux n'a pas du tout le même impact que de lire dans la journée à l'école. On entre un peu dans l'intimité de l'enfant puisqu'on lit chez lui, dans sa maison d'accueil. On le voit chaque semaine. Le rapport à la lectrice est totalement différent. Enfin, une quatrième expérience récente. Lire dans une maison des associations dans le cadre d'un PREI, Programme de réussite éducative intercommunale. C'est un dispositif gratuit et confidentiel qui soutient et accompagne les enfants et leurs familles face aux difficultés de la vie quotidienne, difficultés scolaires ou de santé ou relationnelles. Cette fois-ci, les familles s'étaient inscrites à un atelier « Comment aider mes enfants à faire leurs devoirs ». Le PREI, par le passé, avait constaté que les familles, souvent, ne pouvaient pas venir car elles n'avaient pas de garde pour les enfants. Donc cet atelier se passe de 10h à 11h le mercredi. Lire et faire lire, c'est donc proposer d'accueillir les enfants et de leur faire la lecture plaisir pendant que les parents participaient à l'atelier. Donc là, à nouveau, nouvelle structure, nouveau public, nouveau cadre d'intervention. Après leurs ateliers, les mamans questionnent sur ce qu'on a fait avec les enfants, sur les histoires. Le livre illustré prend ainsi toute sa place et son importance. Une approche qui a de l'impact, tant sur les enfants que sur les familles. Pour moi, j'attache une grande importance à essayer de diversifier les structures où l'on lit. Pourquoi ? On voit bien que certains bénévoles seront très à l'aise dans les écoles, puisque, ayant elles-mêmes fait partie du corps enseignant, pousser les portes de l'école ne sera pas difficile. Alors que pour d'autres, l'école peut rappeler de mauvais souvenirs, être synonyme d'échec scolaire, de dévalorisation, de sous-estime de soi, et une autre structure que l'école sera plus adaptée. Pour d'autres, il peut y avoir un refus caché d'aller lire dans certains quartiers,
Pourquoi alors ne pas instaurer des lectrices en doublette, en binôme, pour faire reculer cette peur de l'autre, de l'inconnu? À deux, on est plus fort. Enfin, il y a quelques années, se sont créés les bénévoles relais pour décentraliser le travail de la coordination du département et être au plus proche du terrain pour développer l'action de Lire et faire lire. J'ai donc accepté d'être bénévole relais sur Deuil. Une vraie découverte, d'aller démarcher, si l'on peut dire, les écoles pour connaître leurs besoins et ensuite trouver des bénévoles. Un succès. 6 écoles maternelles sur 7 ont une lectrice maintenant chaque semaine. De la magie? Non. Le bouche à oreille, bien sûr, mais aussi les affichettes dans les commerces, à la médiathèque, des informations écrites par certaines directrices qui acceptent que le carnet de liaison des enfants soit un support, des articles dans le journal de la ville. Par contre, une petite parenthèse, les supports nationaux ne nous sont pas d'une grande utilité, tellement ils sont éloignés du terrain. Une petite parenthèse à l'intérieur de cette parenthèse, la récente visio sur YouTube, pour moi, ne correspond absolument pas à ce que l'on veut, à savoir diversifier les bénévoles chez Lire et faire lire. Je continue. Mais le premier confinement est passé par là. Plus d'accès aux écoles, repli sur soi, en essayant de surmonter les difficultés que représente le numérique pour certaines, nous avons réussi à mettre en place une petite équipe qui a enregistré les livres audio Story Player. Toutes les semaines, nous diffusions à la direction des écoles maternelles, c'est-à-dire à 7 écoles, nos histoires enregistrées pour qu'elles les transmettent aux enfants. Là aussi, ce fut une grande réussite et une nouvelle façon de faire rentrer l'album jeunesse dans les familles, parfois bien éloignées du livre. Cette expérience a vraiment dynamisé notre équipe de bénévoles, puisque toutes les bénévoles qui ne participaient pas recevaient également nos enregistrements et pouvaient les écouter. Nous avons ainsi gardé le lien et avec les écoles, et avec les enfants, et avec les familles, et avec les bénévoles. Mais l'année dernière, alors que nous étions prêtes à reprendre la lecture en septembre, l'inspecteur de l'éducation nationale de notre circonscription, et Lire et faire lire national, ne nous a pas permis de rentrer dans les écoles, même vaccinés. Le lien entre nous s'est un peu distendu. Il faut maintenant fidéliser à nouveau notre effectif de bénévoles, en redynamisant notre action par des rencontres, par des échanges, par des discussions, par ce côté convivial autour d'un gâteau peut-être, où il faut montrer, après cet isolement forcé, les bienfaits d'appartenir à un groupe, que notre engagement auprès des enfants est bénéfique pour tous et pour toutes. Voici donc 4 ou 5 exemples qui montrent notre diversité à Lire et faire lire, à Deuil-la-Barre, en ville. Diversité des publics, diversité des structures, diversité de la façon de lire. Mais alors qu'il faut déjà préserver nos acquis, notre potentiel lectrice-lecteur, essayons de nous projeter dans l'avenir pour trouver des pistes pour diversifier le profil des bénévoles. Voici 2 pistes potentielles, tout à fait personnelles. La première, nous avons des partenariats, enfin Lire et faire lire a des partenariats avec des sociétés telles que Casino, et je ne me souviens plus des autres. Pourquoi ne ferions-nous pas une intervention chez elles pour présenter notre association aux personnes qui sont sur le point de partir en retraite? Le deuxième, Pôle emploi. Le pourcentage des chômeurs de plus de 50 ans est important. Si l'on reste à Lire et faire lire avec le prérequis qu'on commence à lire de 50 ans et plus, cela correspond à une des tranches d'âge que nous ciblons. Le bénévolat fait sortir de son isolement et peut permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Il est prouvé que le fait d'aider des gens améliore l'équilibre mental et physique. Pourquoi alors ne pas faire une offensive à Pôle emploi? Il est clair que nous n'avons probablement pas le temps et les compétences pour mener ce genre d'études. Mais dans le Val d'Oise, il existe une association, Passerelles et compétences, qui pourrait éventuellement nous aider dans cette mission et faire l'investigation si l'on définit bien ce que nous recherchons. Voilà les 2 pistes auxquelles j'ai pensé. Ma conclusion sera
la suivante. Je crois très fort à la diversité. Elle est un véritable avantage, un ingrédient de notre réussite. Sortir de son quant à soi, accepter l'inconnu, c'est ce qui permettra un épanouissement personnel des bénévoles et un développement de lire et faire lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire, de ce témoignage saisissant et puis empreint d'expériences vécues. Donc on voit là bien que on passe d'un bénévolat, on va dire, plutôt conventionnel, à un bénévolat qui finalement fait repousser un petit peu toujours les lignes et qui n'est pas attendu. Donc on voit bien qu'à travers la diversité des structures, et là c'est peut-être un petit peu le point nodal du témoignage de Claire, c'est que finalement pour toucher les publics éloignés, les publics empêchés, il faut diversifier les structures dans lesquelles les bénévoles interviennent. Et l'idée aussi que l'école, finalement, cette structure de l'école est peut-être une structure trop normative, ou en tout cas où les enfants ont... les attentes, en tout cas de la lecture, seraient peut-être plus normatives. Et donc, l'idée d'aller lire, par exemple, en MEX, lire chez soi ou lire à l'école n'a pas le même impact, selon Claire, permet aussi d'avoir un autre regard sur le livre. Et puis aussi, véritablement, l'idée de aller vers, et ça va, la transition est toute faite avec le témoignage d'Olivier Nassau, c'est vraiment l'idée que c'est une bénévole qui va vers d'autres structures, va là où les gens vivent, et son initiative avec les partenariats comme Casino, par exemple, pourrait être des initiatives à creuser, des pistes à creuser. En tout cas, c'est d'aller là où les publics sont et pas nécessairement d'aller les chercher dans les structures scolaires ou éducatives, là où les enfants sont plus attendus. Et puis, il y a également l'idée d'un militantisme, alors à travers l'idée du bouche à oreille, des affichettes, d'essayer de trouver toujours, de positionner un article dans le journal local, bref, une idée quand même d'un bénévolat très proactif et militant également. Je laisse la parole, puisque le temps court, à Olivier Nassau, qui va nous parler de son expérience à la Maison des associations, qui ne s'appelle plus comme ça, du 19e arrondissement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur du développement de la vie associative et citoyenne dans le 19e arrondissement. Donc, je travaille au sein de la ville de Paris, dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement du nord-est parisien, très connu, notamment pour des sites tels que les Buttes Chaumont ou la place de la bataille de Stalingrad, qui fait malheureusement en ce moment l'actualité. Donc, sur le poste de directeur du développement de la vie associative et citoyenne, je pilote au sein de la mairie du 19e arrondissement un pôle dédié à la vie associative et citoyenne. Et au sein de ce pôle se retrouvent différentes structures, notamment la Maison de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement. Pour vous expliquer, pour vous dresser un peu le contexte, donc le 19e arrondissement, c'est un arrondissement de 188 000 habitants qui compte 11 quartiers, avec 8 zones en territoire politique de la ville, donc des zones avec des fragilités économiques notamment, et aussi en termes de taux de chômage un peu plus élevé que sur d'autres zones. On a un territoire qui est vraiment divers, avec des zones avec des CSP un peu plus aisés que d'autres. Donc la complexité sur l'animation de ce territoire et de ce pôle, c'est comment faire se côtoyer ces différentes dynamiques. Autre élément, sur le 19e arrondissement, c'est un arrondissement qui a la particularité de connaître sur Paris le plus de seniors et aussi le plus de personnes de moins de 18 ans. Donc, à la fois des communautés différentes, aussi bien en religion, mais aussi en âge. Donc, c'est un peu tout ce maillage que l'on retrouve dans ce pôle vie associative et citoyenne. Donc, au sein du 19e arrondissement, la Maison de la vie associative et citoyenne, sous son ancienne appellation, c'est ce que l'on appelait les maisons des associations.
Donc, il y a 4 ans, il y a une réforme à la ville de Paris qui a permis de convertir ces maisons des associations en maisons de la vie associative et citoyenne. L'objectif pour la ville de Paris était de capitaliser sur la connaissance du tissu associatif au sein de chacun des arrondissements par les directrices et directeurs des anciennes maisons des associations et de leur permettre de réinvestir cette connaissance dans les différents dispositifs de participation citoyenne, notamment les conseils de quartier, les conseils de jeunes, les conseils de seniors. Et donc, à ce titre, dans l'organigramme des maisons des associations, les directrices et directeurs des maisons des associations vont désormais davantage sur les conseils de quartier, sur tous ces organes qui contribuent au foisonnement de la participation citoyenne pour justement permettre aux associations de mieux aller à la rencontre des habitants. La maison de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement, donc on peut la résumer en 4 grandes thématiques. Il y a à la fois une dynamique logistique que vous devez connaître pour fréquenter des maisons des associations un peu partout en France, une dynamique en matière de communication, donc relayer l'actualité associative, contribuer à donner des outils aux associations pour qu'elles puissent relayer ce qu'elles font sur les territoires, un volet accompagnement, donc des entretiens, essentiellement des entretiens individuels, la mise en place de formations en réponse à des besoins identifiés sur les territoires. Généralement, je ne pense pas que ce soit différent à vos niveaux, mais les questions tournent essentiellement autour de la recherche de bénévoles et autour de la communication et du financement. Et le dernier volet que l'on a sur ces maisons de la vie associative et citoyenne, c'est le volet synergie interassociative. Et c'est ce qui va me permettre d'évoquer le volet diversité des publics, puisque la maison du 19e arrondissement que je suis amené à piloter, elle connaît aussi, alors je ne vais pas dire une contrainte, mais elle connaît une spécificité, c'est qu'historiquement, c'est un bâtiment qui a été construit grâce aux cotisations d'une association d'anciens combattants. Donc, lieu identifié maison du combattant, et donc injustement identifié un peu cheveux blancs. Et donc, on avait aussi, à ma prise de poste il y a 7 ans, l'un des objectifs, c'était de diversifier les publics et de faire en sorte que cet établissement soit un peu comme un aquarium, c'est-à-dire qu'il soit à l'image de son tissu associatif. Le 19e arrondissement, c'est 4000 associations déclarées en préfecture. Vous avez à peu près 50% de ces associations qui sont réellement actives. On va dire ça tourne entre 50 et 54% qui sont réellement actives. Et les autres associations sont des associations dites dormantes, qui, à un moment ou à un autre, ont mis en pause leur activité. Et donc, sur ce tissu de 4000 associations, vous en avez un peu plus de 600 qui sont inscrites au sein de cet établissement que je suis amené à faire fonctionner, sachant que toutes les autres sont amenées ponctuellement sur des besoins en termes de relais de communication ou autres à côtoyer l'établissement. Et donc, l'un des objectifs en matière de diversification du public a été de se dire quels sont les types d'actions que nous pouvons mettre en place pour permettre à toutes et tous de se côtoyer, mais que ce ne soit pas plus les associations ayant des gros financements qui soient usagères de l'établissement au détriment des plus fragiles. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de rappel, au niveau national, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau parisien, que ce soit au niveau du 19e arrondissement, vous retrouvez à peu près les mêmes composantes, un gros contingent d'associations culturelles, ensuite les associations en matière de solidarité internationale, le sport, et ensuite vie locale, et ensuite on descend un peu plus sur d'autres thématiques qui sont un peu moins représentées. Donc c'était de se côtoyer ces différentes dynamiques, faire venir une diversité de publics, et pour cela, c'est l'exemple que j'ai mentionné lorsque j'ai eu le plaisir d'être sollicité pour intervenir aujourd'hui. Nous avons mis en place des événements qui avaient aussi pour vocation de faire venir les jeunes. Très régulièrement, on nous sollicite les jeunes comme étant un enjeu, en nous disant il faut faire venir des jeunes, il faut mobiliser des jeunes, mais on ne mobilise pas les jeunes en restant assis et en les attendant. Il faut aller là où ils se trouvent. D'où le thème de l'aller vers que l'on retrouve aussi sur les dispositifs de participation citoyenne qui ont pour objectif de faire participer les habitantes, les habitants
sur les conseils de quartier, sur différents organes, mais ça ne se fait plus désormais uniquement avec une campagne d'affichage en disant « venez participer » parce qu'aujourd'hui, tous vous êtes sollicités par énormément de communication et donc là, l'enjeu désormais, l'aller vers, c'est de se trouver aux endroits où sont les citoyennes et les citoyens. Pour les dispositifs de participation citoyenne, notamment, maintenant, un des vrais enjeux, c'est de se retrouver par exemple, sur les sorties d'école, là, sur des temps, je ne vais pas réutiliser un terme qu'on utilise en communication, mais sur du temps disponible, sur du temps où les personnes actives sont présentes et où on peut capitaliser pour leur transmettre, leur communiquer de l'information. De la même façon, pour les jeunes, l'un des objectifs pour nous, ça a été d'aller là où ils se trouvent, à savoir sur les réseaux sociaux. Les moins de 30 ans, on les retrouve beaucoup plus majoritairement sur les réseaux sociaux qu'en diffusant de la com papier. Aujourd'hui, sur le 19e arrondissement, vous avez une gazette municipale qui est boîtée à peu près 10 000 exemplaires. Elle n'impacte pas les plus jeunes. Donc désormais, aussi pour diversifier les publics, c'est diversifier les canaux de communication. Désormais, si on veut toucher des personnes beaucoup plus âgées, on va aller davantage vers une communication papier, vers les gazettes, peut-être vers des newsletters. Pour aller vers les plus jeunes, on va davantage aller vers les réseaux sociaux, sachant que même sur les réseaux sociaux, il y a une évolution, puisque moi j'ai des responsables associatifs qui arrivent en me disant on veut créer notre compte Facebook pour toucher des jeunes, et la plupart des jeunes de moins de 30 ans, beaucoup nous disent qu'ils ne connaissent même pas le fonctionnement de Facebook parce qu'ils sont sur des réseaux sociaux type Instagram, type Snapchat ou TikTok plus récemment. Donc aussi, ça c'est un des enjeux aussi pour nous, c'est comment on accompagne des associations à aller vers les bons outils, aller vers les bons endroits pour capter les bons publics. Les personnes les plus âgées, malheureusement, on sait beaucoup plus facilement comment les toucher parce qu'on a des canaux qui sont un peu plus institutionnels. On a des communautés qui vont davantage vers de l'inscription en mairie, vers des newsletters, vers de la communication papier. Mais les plus jeunes, l'enjeu désormais, c'est d'aller aux endroits où ils se trouvent. Et nous, dans ce sens, parmi les originalités, les choses que l'on a pu mettre en place, au mois de mai dernier, nous avons mis en place un événement sur la thématique du devoir de mémoire. Mais la thématique du devoir de mémoire, elle n'était pas forcément évidente à aborder, dans la mesure où aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que sur les cérémonies commémoratives, on n'a pas énormément de monde. Et qu'en moyenne, en dehors des classes qui viennent parce qu'elles sont mobilisées, soit pour du chant ou autre, on a très peu de personnes sur les moins de 30 ans. Donc nous avons fait le choix d'aller donc sur ces réseaux, mais de ne pas y aller pour y aller, mais d'y aller avec un message. Le but, c'est de faire vraiment du hameçonnage, de faire en sorte d'utiliser un prétexte qui fasse venir des jeunes et que, sur la base de ce prétexte, ensuite, on leur transmette une autre information. Donc, nous avons mis en place un événement autour du devoir de mémoire au mois de mai. Et nous avons profité du fait qu'il y a actuellement un manga qui est très célèbre et qui est très prisé pour les jeunes, qui s'appelle L'Attaque des Titans, qui fait une analogie du régime de l'Allemagne nazie. Et donc, en mixant les deux, ça nous a permis de créer un événement sur la thématique du devoir de mémoire qui a fait venir énormément de personnes, puisqu'on a eu à peu près 500 demandes. Donc on a été submergé de demandes, mais de personnes qui ne venaient pas forcément pour parler du devoir de mémoire, mais qui, au final, en repartant de cet événement, se sont retrouvés à aborder ce thème. Et on essaye d'utiliser régulièrement des procédés de ce type parce que ça permet de mélanger les publics. Chez nous, chez des associations d'anciens combattants qui régulièrement sont demandeurs de transmettre, de faire ce travail de transmission de la mémoire, mais qui n'ont pas forcément les bons canaux. Parfois, ça provoque l'hilarité quand ils nous disent qu'ils veulent faire un bingo, une tombola. Alors c'est sûr que ça ne correspond pas aux moins de 30 ans. Mais en utilisant d'autres choses, comme je leur dis, c'est sûr que parfois quand on dit ancien combattant, malheureusement, on pense à
on va plutôt penser à des films en noir et blanc, on va plutôt penser à des films sur de l'aviation ou autres qui ne vont pas forcément capter un certain public, alors qu'ils ont un message qui est très important à faire passer. Et donc, un peu un de mes rôles, une de mes missions, c'est aussi de les aider, de leur donner un peu ce décodeur qui permet en fait à leur message de passer et de devenir un peu plus comestible pour ces moins de 30 ans. Et on le retrouve dans les statistiques, parce que sur des événements de ce type, j'ai pris ma fonction il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on avait un établissement qui était fréquenté par 5% de moins de 30 ans. Et l'an dernier, on a refait un décompte, et désormais, on est à 30%. Donc à 30%, on se dit qu'on a désormais un tiers de l'établissement qui est fréquenté par des moins de 30 ans. Ça a été de leur donner leur place, de faire en sorte qu'ils puissent se sentir à l'aise, mais pas au détriment d'autres personnes, et donc de créer des contenus dans lesquels les uns et les autres puissent se retrouver, mais qui les amènent à la fois à se retrouver au niveau de leur communauté, parce qu'il y a des événements très spécifiques aux seniors, très spécifiques aux plus jeunes, mais aussi des événements qui leur permettent de se côtoyer, de se rencontrer, d'échanger. Les anciens combattants sont amenés, on a équipé l'établissement avec des dispositifs aussi, on a gardé l'aspect historique de notre salle, parce que c'était important, c'est une salle qui a plus de 80 ans, mais en y rajoutant des touches technologiques qui leur permettent désormais aussi aux anciens combattants d'utiliser de la visioconférence et d'échanger avec des publics plus jeunes. Donc, en matière de diversité des publics, c'est aussi un des enjeux que l'on a essayé de mettre en place très régulièrement pour ne pas avoir des communautés qui vivent côte à côte et non plus ensemble. Donc sur un arrondissement tel que le 19e, qui est foisonnant, c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais la métaphore de l'aquarium, puisque je leur dis souvent, un aquarium est beau par la beauté des poissons qui le composent, mais tout seul, vide, c'est comme un verre sans eau. Donc, ça a vraiment été d'encourager, de les mettre en avant, et désormais, on a un espace où les uns et les autres se côtoient assez régulièrement, mais ça reste un enjeu assez régulier, et je le vois aussi en matière de participation citoyenne. Désormais, lors de réunions à la ville de Paris, c'est aussi un enjeu de ne plus attendre en communiquant, mais d'aller directement vers certains publics, et quitte à réutiliser leur code. Pour que justement ça se traduise par la diversité des publics, parce que en allant sur les centres d'intérêt des uns et des autres, on va avoir un public qui va être divers et qui du coup va être beaucoup plus représentatif du territoire sur lequel nous sommes implantés. Intervention qui va toujours aussi dans l'idée d'aller vers les publics. Et là, ce que je retiendrai, c'est que déjà, d'une part, à travers ce témoignage, on voit que quand on analyse un peu la sociologie du quartier du 19e arrondissement, on voit que c'est un quartier à la sociologie mixte, mais que mixité ne veut pas forcément dire vivre ensemble, et qu'on peut côtoyer plutôt que de participer à des actions communes. Donc ça me paraissait intéressant. Dans l'aller vers, toujours aller vers les publics que l'on souhaite toucher, c'est à la fois un aller vers géographique, disons, ça peut être un territoire, ça peut être une zone géographique, mais ce que je retiendrai, moi, du témoignage d'Olivier, c'est cet aller vers culturel également, puisqu'il y a aussi l'idée que pour mixer un peu des populations qui, a priori, ne se rencontrent pas, il faut également essayer de comprendre aussi une culture générationnelle, par exemple, et c'est le cas tout à fait emblématique de cette manifestation organisée autour du devoir de mémoire, qui a mobilisé des jeunes autour d'un livre très populaire, d'un manga très populaire qu'ils lisent actuellement. Donc c'est aussi l'idée, pour bien toucher un public, c'est à la fois évidemment d'aller le chercher physiquement dans les lieux où il se trouve, et ça c'est plutôt la thématique de Claire, mais le témoignage d'Olivier, lui, va vraiment s'enraciner dans l'idée d'un aller vers plutôt culturel, ou en tout cas de comprendre également les comportements
comportements et les us et coutumes d'un groupe en particulier. Et là, la mobilisation des réseaux sociaux est aussi emblématique. Quand on parle de jeunes aujourd'hui, si on utilise le canal Facebook, par exemple, eh ben, on va plutôt toucher plutôt les plus de 30 ans et pas la tranche d'âge des moins de 30 ans. Donc bien connaître ces publics, si on veut les toucher, c'est aussi comprendre la culture de l'autre. En conclusion, de manière très transversale, on a pu voir chez Uber, par exemple, que impliquer les publics, c'est aussi les inviter aussi à prendre part au projet associatif, donc ne pas considérer qu'il y a une frontière toujours très nette entre bénévoles et bénéficiaires, mais finalement penser aussi la diversité en mélangeant un peu les bénévoles et les publics, impliquer les bénévoles aussi dans le projet associatif, que le bénévole soit aussi, lui, force de proposition et sa terminologie de casser un peu les projets, bousculer les projets, peut amener aussi à ce que le bénévolat soit plus diversifié. Chez Claire, on a vu qu'il y avait il faut toujours diversifier les structures d'intervention et également cet aller vers la géographique, sélectionner des structures où vivent les publics éloignés ou empêchés. Et puis, à travers le témoignage d'Olivier, diversifier les publics, c'est aussi diversifier les canaux de communication, c'est la manière dont on va s'adresser au public que l'on veut toucher, et c'est également avoir une bonne connaissance des groupes que l'on veut toucher pour faire en sorte que cette mayonnaise entre tous les publics et les bénévoles fonctionne. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que vous aurez tous, à l'issue de cette table ronde, vous repartirez avec des bonnes pratiques, des expériences vécues des uns et des autres, et que cette diversité pourra être mise en œuvre dans les structures associatives. Je vous remercie infiniment, et puis du coup, je laisse la parole, parce que je crois qu'il y a une lecture et puis un mot de conclusion. Merci beaucoup.